Je vais vous faire un petit panorama de la politique du logement dans le département des Yvelines, et puis à la fois qui est rétrospectif et prospectif, puis en essayant d'avoir aussi une lecture qui soit également propre à la ville de Croissy. Mais le point par lequel je commencerai, c'est cette caractéristique de la politique du logement, où vous allez voir que nous allons sans cesse avoir une vision qui peut être une vision un peu globale, qui est éloignée, qui est régionale, départementale, supracommunale, parce que la population et les habitants par nature sont mobiles, sur des échelles de temps importantes, mais ils sont mobiles. Et puis on passe tout de suite à une lecture et des conséquences qui peuvent être très locales, puisque ça peut concerner l'urbanisation de votre quartier. Donc on aura sans cesse cet aller-retour entre la lecture régionale, le besoin régional départemental, et puis également les besoins et les attentes locales. Alors, la politique du logement, en fait, elle est gouvernée par une chose qui est le besoin en logement. Et les trois grandes caractéristiques du besoin en logement dans la région Île-de-France, c'est qu'il est gouverné par trois paramètres. Le premier, c'est d'abord un solde naturel. Je parle vraiment du solde naturel, c'est-à-dire à la fois, pas confondre avec ni le taux de fertilité, ni la croissance et l'augmentation de la population, c'est vraiment le solde entre les naissances et les décès. Notre pays a une chance, c'est qu'il a un solde naturel important, qui est de 0,6% par an dans la région Île-de-France. Ce solde naturel, évidemment, il est à l'origine d'un besoin en logement. C'est le premier facteur. Le deuxième facteur qui crée un besoin en logement, c'est quelque chose qui est plus sociologique, d'ordre sociologique, qui est une caractéristique de notre société. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la décohabitation. La décohabitation, c'est typiquement dans une famille quand les enfants s'émancipent et veulent un logement, ou bien encore, parfois c'est plus un peu se séparent, et là où il y avait finalement, avec deux enfants, je vais prendre un exemple, et là où il y avait un logement et 3 chambres, il en faut désormais 2, avec également 3 chambres, parce que la garde alternée fait que chacun des parents accueille les enfants une semaine sur l'autre. Et donc c'est le deuxième phénomène qui fait que même si la population restait constante, même si on avait exactement le nombre des habitants, le besoin en logement augmente. Et si vous vous souvenez la présentation qui a été faite par M. Kipoli tout à l'heure, il indiquait le nombre moyen d'habitants par logement. Il a baissé au cours du temps, on est passé de 3 habitants par logement moyenne à 2,7. C'est ça que traduit le phénomène de décohabitation. C'est-à-dire que pour une population donnée, il faut plus de logements. Et puis le troisième facteur qui va fortement influencer le besoin en logement, en Île-de-France, plus particulièrement dans les Yvelines, et à l'intérieur du département des Yvelines, plus particulièrement sur la frange est, c'est-à-dire la vôtre, c'est toute la frange qui fait, Croissy, Saint-Germain, Versailles, Saint-Quentin, c'est l'attractivité économique. Quand on demande à des employeurs quel est le premier besoin, leur première attente, une fois qu'on a dépassé le débat sur le coût du travail, ils nous disent c'est loger nos salariés. La région Île-de-France, c'est la région la plus riche d'Europe. C'est là où on crée le plus d'emplois, ou en tout cas parfois on en supprime le moins. Et il y a un grand nombre de jeunes, ou moins jeunes, d'actifs qui viennent pour y travailler. Et ceci a une conséquence directe sur le besoin de logement. Ce qui fait dire d'ailleurs que la politique du logement n'est pas une politique sociale, c'est une politique économique, c'est une politique d'attractivité. Et ici, alors, quelles conséquences sur l'offre de logement? On a dans ce département le cumul d'un phénomène à la fois de rareté et d'un phénomène de prix. Alors certains vont nous dire c'est la même chose puisque ce qui est rare est cher. Non, il y a un véritable phénomène de rareté en tant que tel, c'est-à-dire que nous sommes réellement en manque, indépendamment même du prix, nous sommes en manque de logements dans ce département, je vais vous le montrer tout à l'heure, indépendamment même du prix. Donc il y a déjà un phénomène de rareté. Évidemment, ce phénomène de rareté, il a une conséquence sur le prix des logements, on va le voir, et donc le logement dans le département des Yvelines, c'est une tautologie, est devenu beaucoup plus cher, et ce que je vais vous montrer, c'est qu'il est devenu, si on n'améliore pas le nombre de logements construits, quasiment inaccessible, notamment pour tous les jeunes couples et ménages qui vont venir s'installer dans ce département. Le niveau de revenu médian qu'il faudrait pour acquérir un appartement, un T4 de 80 mètres carrés, sur un emprunt de 20 ans, il se trouve à 6 000 € par mois. Là où, de manière générale, la moitié de la population gagne 4 200 € par mois, un ménage standard, en fait, on s'aperçoit que pour acheter un logement dans cette partie du département, il faut un revenu de 6 000 € par mois. On a souvent tendance à penser que les logements sociaux, c'est les logements qui sont réservés pour les ménages qui ont le moins de revenus les plus populaires. Je vous le dirai tout à l'heure, il y a 60% des locataires dans le département qui sont éligibles au logement aidé, au logement social. Et le niveau de revenu qui vous permet d'accéder, il est haut. Pour un ménage avec 2 enfants, il peut tangenter les 5 000 €. Donc là, vous avez les 3 catégories de logements sociaux, le PLAI, le plus, qui est intermédiaire, et le PLS,
qui est celui qui correspond aux ménages qui ont les plus gros revenus. Juste pour vous dire, en adaptation des prix à la location, on va y revenir, c'est le logement aidé. Et puis l'offre de logement, elle va être également gouvernée par un troisième aspect, c'est qu'on ne veut plus refaire les erreurs du passé. Les erreurs du passé, celles qui ont été commises il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'est que lorsqu'il y avait un besoin de logement qui existait, on construisait des grands ensembles. Une ville, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de diversité, et ça a besoin de mixité. Et l'objectif politique qui est en train de naître, qui est en train de s'affirmer, qu'on retrouve aujourd'hui exprimé sous la forme d'objectif politique dans le projet de loi dont je vais vous parler, c'est en gros une règle de 3 tiers. Un tiers qui est sur le marché libre, parce que nous avons besoin de logements pour toutes les catégories de la population, des plus populaires jusqu'au CSP++. Un tiers qui est ce qu'on appelle le marché intermédiaire. Le marché intermédiaire, c'est un marché d'acquisition qui est aussi un marché privé, mais à prix maîtrisé, avec des dispositifs d'accession à la propriété et qui permettent de maîtriser les prix. Et puis un tiers qui est le logement aidé. Voilà l'objectif politique qui est en train aujourd'hui d'émerger et que l'État souhaiterait voir traduire, et en tout cas qui est le fruit tout simplement de 30 ans ou 40 ans d'urbanisme, qui nous ont montré que les ensembles monolithiques, c'est pas ça qui permettait de construire une ville. Alors du coup, la politique du logement, elle a 2 composantes. Je vous ai parlé tout à l'heure du besoin en logement, et puis je vous ai parlé de logement aidé, et c'est bien 2 composantes distinctes, même si elles se croisent, et qui se rajoutent. La première composante, elle a un volet qui est relatif à l'amélioration de l'offre de logement. Ça a été traduit, d'ailleurs par le précédent gouvernement, dans la loi qu'on appelle la loi sur le Grand Paris, qui a formalisé que la région Île-de-France avait besoin de construire 70 000 logements par an. L'autre volet de la politique du logement, c'est celui qui est relatif au logement aidé, logement social. Et lui, son cadre d'application est résolument communal, que ce soit dans la loi qui s'appelle la loi SRU, Solidarité Renouvellement Urbaine, qui a été votée en 2000, ou dans le projet de loi que je vais vous présenter. Le cadre d'application, il est communal, les objectifs, ils sont quantitatifs, et on ne peut pas, parce qu'à côté, il y a une ville où il y a beaucoup de logements sociaux, dire c'est bon, nous on en a moins, mais à côté, ils en ont plus. Non. La clé de lecture est une lecture qui est communale. Avec le temps, et puisque la maîtrise du foncier est, je dirais, l'outil premier en matière de politique du logement, les documents d'urbanisme, les PLU, doivent intégrer de plus en plus des enjeux de politique du logement. Et dans le regard que nous avons, que ce soit au moment de ce qu'on appelle des portées à connaissance, ou bien des observations que l'on fait lorsqu'il y a approbation des PLU, nous regardons particulièrement comment le PLU prend en compte les objectifs de la politique du logement. Les mécanismes coercitifs, bon, il ne faut pas s'effrayer pour rien non plus, mais ils prennent la forme sur des formes de pénalités financières, soit lorsque la commune ne remplit pas des obligations qui sont fixées pour des périodes de 3 ans, on appelle ça l'obligation triennale, le droit de préemption urbain est transféré automatiquement à l'État. Et puis, ils peuvent prendre aussi d'autres formes un peu plus coercitives, un peu plus prescriptives, c'est-à-dire quand l'État dit écoutez, on ne s'en sort pas, donc moi je vais faire un projet d'intérêt général, donc c'est lui qui pose sur la carte un projet d'intérêt général et décide des règles d'urbanisme. Et dans le projet de loi qui a été déposé par le gouvernement et qui est en train actuellement d'être discuté, il y a de nouveaux objectifs qui sont donnés. Ces objectifs, ils sont dans la continuité de ce qui se faisait par le passé, avec quand même quelques différences. La première différence, c'est que là où par le passé on disait qu'il fallait viser 1/5 du parc en logement aidé, c'est-à-dire 20%, le nouvel objectif qui est donné, c'est 25%. Ce que dit également cette loi, c'est le principe de rattrapage. Là, le projet de loi qui a été déposé par le gouvernement, il est directif. Il dit le taux objectif de 25% de logements sociaux, il doit être atteint en 2025, et il scande de manière quantitative et précise le rythme de rattrapage. Ce qu'il faut à peu près avoir en tête, c'est grosso modo les 3 triennales qui vont venir, c'est le quart de ce qui doit être construit d'ici 2025. Idéalement, on recherche une espèce d'équilibre entre 3 tiers, entre les 3 catégories de logements aidés. Et ce que dit le projet de loi, c'est qu'il dit que la part des PLS, les PLS sont les logements aidés dont le prix de loyer le plus important ne doit pas dépasser 30%, et à l'inverse, la proportion des PLAI, c'est ceux dont le prix de loyer est le plus bas, doit au moins être égal à 30%. Les communes qui n'arrivent pas à atteindre l'objectif triennal, elles sont carencées. Qu'est-ce que ça veut dire être carencé? C'est un certain nombre de conséquences qui sont des conséquences juridiques. La première d'abord, c'est que la pénalité financière, qui aujourd'hui ne pouvait être que doublée, sera quintuplée. Ça se traduit par un transfert de droit de préemption urbain à l'État. Alors, nous avons déjà fait ça pour un certain nombre de communes dans le département, pour l'instant en bonne intelligence. C'est quand même quelque chose qui est un peu embêtant dans la mesure où la collectivité perd un outil de maîtrise du foncier. Il vaut mieux finalement être maître de son avenir plutôt que
de le confier à d'autres, même si c'est l'État, même si c'est lui de bonne intention. Et puis il y a une opération de droit commun, c'est que toute opération de plus de 12 logements 800 mètres carrés, le permis de construire, quoi que dise le PLU, devra au moins prévoir 30% de logements aidés hors PLS. Voilà. Donc une commune qui est carencée, d'une certaine manière, elle perd des outils qui sont des outils d'urbanisme dont elle a besoin pour construire la ville. Et donc les mécanismes coercitifs font qu'on l'incite plus fort que les autres à construire du logement aidé. Et puis pour le logement social, quels sont les outils dont peut disposer une collectivité? La première, c'est au travers de son document d'urbanisme, imposer la mixité dans les opérations, dès qu'ils ont une certaine taille. Deuxième élément qui permet également de gérer ces problématiques de logement social, c'est conventionner des logements existants. Conventionner des logements existants, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce sont des logements qui existent. Et il y a une convention qui est passée entre le bailleur et l'État. L'État leur reconnaît le caractère social, va apporter de l'APL aux locataires, donc une aide, mais en contrepartie, demande au bailleur de lui appliquer les règles du logement social, c'est-à-dire la principale, la modération dans les loyers. Le besoin de construction, il concerne principalement des logements familiaux, je l'ai dit, il faut qu'on loge des jeunes ménages, des familles, mais il y a aussi des produits. Il peut être complété par d'autres types de produits qui correspondent ou qui peuvent correspondre, s'ils sont utilisés avec modération, à des besoins qui sont des besoins locaux. Des personnes âgées, parce que notre population est de plus en plus vieillissante, et puis aussi des étudiants, parce que la région de France est très universitaire, et on a besoin également de loger des étudiants, et le prix de l'accès au logement des étudiants est probablement leur première préoccupation matérielle. Voilà à peu près, j'espère que ça peut être trop confus, le panorama de la politique du logement. On n'est pas aujourd'hui dans une posture qui est conjoncturelle, ce n'est pas une nouveauté ce que je vous dis, c'est le fruit d'un long processus qui a été mis en œuvre par tous les gouvernements, qui sont de droite, qui sont de gauche. On est vraiment dans une politique transpartisane, et qui traduit un besoin, tout simplement parce qu'elle traduit un besoin qui est un besoin réel, qui est celui du logement, qui est propre à la région Île-de-France. Il